on attaque la première partie sur le besoin en fonds propres. Pour toute compagnie, le besoin en fonds propres a pour but de couvrir les pertes exceptionnelles, tout type de pertes et de dépenses pas forcément prévues. Donc, dans le secteur de l'assurance, l'enjeu sur ce besoin en fonds propres est fondamental, puisque le produit d'assurance nécessite un besoin en fonds propres, puisque on paye d'abord un prix, mais on a une incertitude en fait sur la sinistralité. En fait, on peut prévoir, par exemple, sur la base d'un historique, un niveau moyen de sinistre attendu, sur la base des tarifs. Après, il se peut qu'on ait une mauvaise année et à ce moment-là, notre sinistralité dépasse la sinistralité attendue. Et inversement, il se peut qu'on ait une très bonne année et à ce moment-là, la sinistralité est inférieure à la sinistralité attendue. Donc nous, en tant que compagnie d'assurance, qu'on a besoin de couvrir, c'est les mauvaises années. À ce moment-là, voilà, on a un besoin de capital qui va être exprimé en fonction du risque d'avoir une mauvaise année. Donc ce besoin en capital ou en fonds propres, il est là pour couvrir ces éventuelles charges exceptionnelles de sinistre. Donc au-delà de la provision. Donc voyons un exemple donc. On a un portefeuille sur lequel on a 50% de chance d'avoir une sinistralité de 3000 et 50% de chance d'avoir une sinistralité de 1000. Donc en termes de moyenne, on fait 50% x 3000 plus 50% x 1000. Donc ça nous donne une moyenne de 2000. Donc sur ce portefeuille-là, on va mettre 2000 en provision. Donc après, on voit qu'on a une chance sur deux d'avoir une sinistralité à 3000. Donc pour que la compagnie ne fasse pas faillite, si je puis dire, une année sur deux, on va ajouter 1000. Et donc ça, c'est 1000, c'est notre besoin en fonds propres pour couvrir le cas où on serait dans une chance sur deux d'avoir une mauvaise année. Donc là, dans ce cas de figure, notre besoin en fonds propres, ça va être 1000 et au-delà de notre niveau de provision, de 2000. Alors l'évaluation réglementaire versus l'évaluation scientifique. Dans la plupart des régions, la réglementation fixe un minimum de besoins en fonds propres. On va distinguer les régions à réglementation rigide des régions à réglementation plus souple. Donc chez nous, on a le code CIMA, pour exemple, et il y a Solvency II en Europe. Donc, certains désavantages de ces réglementations, c'est qu'elles ne tiennent pas compte des particularités d'un portefeuille, en particulier de son degré de mutualisation, que ce soit le code CIMA ou Solvency II. Et en général, il est difficile d'intégrer la réassurance non proportionnelle, sur l'effet sur le besoin en fonds propres. Donc après, dans ces régions, rien n'empêche une compagnie soumise à la réglementation d'évaluer son besoin en fonds propres selon un modèle scientifique. Donc grâce à ça, la compagnie elle pourra s'assurer de la bonne maîtrise de ses risques, donc ce que la réglementation ne permet pas toujours, notamment tout simplement sur le fait qu'elle n'intègre pas forcément la réassurance proportionnelle sur l'évaluation de son besoin en fonds propres. Alors que voilà, le but de la réassurance proportionnelle, c'est de couvrir les pires scénarios et donc de limiter le besoin en fonds propres d'un portefeuille. Ensuite, les régions à réglementation souple. On retrouve ici ce qu'on appelle généralement les paradis fiscaux. Des îles comme les Bermudes, les Bahamas et l'île Maurice. Donc il y a beaucoup de réassureurs dans ces régions. Et donc les entreprises elles sont contrôlées là au niveau de leur modélisation interne. Et donc on va être sur de l'évaluation scientifique des besoins en fonds propres. C'est des régions où on a mis en place, en tout cas on a formé les contrôleurs pour pouvoir contrôler vraiment au cas par cas et donc pour pouvoir auditer des modèles de besoins en fonds propres.
la réglementation CIMA. Donc, en non-vie, le besoin en fonds propres, il est défini à l'article 337-2 du code CIMA. On fait deux calculs. Donc le premier calcul, c'est 20% des primes émises. À quoi on applique le ratio, donc le rapport entre la sinistralité nette de réassurance et brute de réassurance de l'exercice précédent, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50%. Donc, par exemple, sur un portefeuille où vous cédez 80% en proportionnel, ça veut dire que vous allez avoir le même besoin en fonds propres que pour un portefeuille où vous cédez 50% en proportionnel. Donc ensuite, on fait un second calcul, donc la somme des sinistres bruts payés au cours des 3 derniers exercices, à quoi on ajoute les PSAP, on déduit les recours, et puis on applique 25% du tiers du montant obtenu. On applique alors le rapport entre la charge de sinistre nette de réassurance et brute de réassurance de 50%, toujours sans que ce rapport ne puisse être inférieur à 50%. On conserve alors le maximum des deux montants, ce qui fait notre besoin en fonds propres, selon le code CIMA. Donc à noter qu'il y a un capital minimum de 5 milliards. Donc si jamais le besoin en fonds propres au global sur la compagnie est inférieur à ces 5 milliards, on doit quand même avoir ce minimum de capital de 5 milliards. Donc là, je vais vous laisser prendre connaissance du cas qui suit et donc faire le calcul du besoin en fonds propres selon la réglementation CIMA. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo et faire votre calcul. Donc en vie, le besoin en fonds propres est défini à l'article 337-3 du code CIMA. Donc c'est 5% des provisions mathématiques, à quoi nous appliquons le rapport entre les PM après cession et les PM bruts, sans que ce rapport ne puisse être inférieur à 85%. Pour reprendre les limites des approches réglementaires, qu'elles ne tiennent pas compte de la spécificité d'un portefeuille, en particulier de son degré de mutualisation. Elles ne tiennent pas compte des spécificités d'un programme de réassurance, et surtout si vous revoyez votre programme de réassurance d'une année à une autre, et en particulier sur la non proportionnelle. Donc alors voilà pourquoi on va passer éventuellement à une approche scientifique. Alors une approche scientifique lui permettra d'avoir une maîtrise réelle des risques et aussi d'optimiser la réassurance en évaluant son impact de manière chiffrée et beaucoup plus précise. Donc, les approches scientifiques. Donc là, on va rentrer un peu rapidement dans le détail de comment on applique ces approches scientifiques. Après, l'idée, c'est que vous soyez en mesure de croire en ces approches et d'être capable de les exploiter. Donc vous n'êtes pas forcé de tout comprendre à ce niveau-là, c'est juste pour que vous ayez une idée et que vous sentiez un peu la mécanique. Donc là, je vais vous parler un peu dans les détails, donc des simulations de Monte-Carlo. Donc le but de ces simulations, en fait, c'est à partir d'observations historiques. Par exemple, on va avoir un historique sur 10 ans de la sinistralité et des primes. Donc à partir de cet historique, donc on sait bien que pour l'année à venir, voilà, c'est pas un des scénarios des 10 ans qui va se répéter, mais un autre scénario qu'on n'a pas envisagé, même si on peut estimer que voilà, encadrer ce scénario par rapport à ce qu'on a vu sur ces 10 dernières années. En fait, le but des simulations de Monte-Carlo, donc ça va être sur la base de ce qu'on a vu, d'imaginer plusieurs milliers, voire une infinité de scénarios possibles. Et donc sur chaque scénario, en fait, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va regarder quel est notre résultat. Et grâce à l'ensemble de ces scénarios, en fait, on va voir une distribution de la sinistralité. Donc, par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure, voilà, on pourra dire, voilà, on a tant de pourcents de chances d'avoir une sinistralité supérieure à la moyenne, tant de pourcents de chances d'avoir une sinistralité inférieure à l'attendue. Et donc, on fera ça, en fait, pour chaque niveau de probabilité. Donc, ça nous permettra de voir, voilà, si on veut couvrir 99% des cas,
et ben combien il nous faut d'argent, tout simplement. Donc les simulations de Monte-Carlo, donc la première étape, ça va être sur un produit d'assurance donné ou un risque donné, de déterminer une loi sur la sinistralité. Donc les lois habituellement utilisées en assurance non-vie, donc c'est la loi coût-fréquence. On va voir un exemple. Donc l'exemple, donc sur une année, par exemple, chaque assuré a 10% de chance d'avoir un sinistre. Et ensuite, on va modéliser le coût du sinistre. Donc chaque sinistre suit la loi de coût qui suit, donc la loi qu'on voit donc sur l'image. Et donc cette loi, en fait, on a une probabilité donc qui est en ordonnée. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que aléatoirement, on va faire un tirage, par exemple, entre 0 et 1. Et à partir de ce tirage, on va déterminer un coût en lisant notre graphique. Donc là, on est en logarithme népérien du coup, pour que ce soit plus lisible. Et donc en appliquant l'exponentielle de la valeur trouvée, ici, on va avoir le coût de notre sinistre. Et donc on va développer cette approche assuré par assuré pour faire une simulation. Notre approche de Monte-Carlo, donc on va voir en détail la réalisation d'une simulation. En fait, on va prendre la liste des assurés du portefeuille. Et donc pour chaque assuré, on va appliquer la mécanique qui suit. On prend pour tout assuré I. On va faire un tirage aléatoire alpha entre 0 et 1. Donc si alpha est supérieur à 10%, donc 10% c'est notre fréquence de sinistre. Si ce alpha est supérieur à 10%, alors on n'a pas de sinistre sur l'année. Si le alpha il est inférieur à 10%, par contre là on aura un sinistre. Et donc là on fera un deuxième tirage aléatoire pour déterminer le montant du sinistre. Donc je vais faire un exemple avec un tirage aléatoire alpha. Là on a 0,05. Et donc il est inférieur à 10%. On va faire un second tirage aléatoire bêta, ici qui vaut 0,6. Donc là, on va lui appliquer donc notre loi de sinistre. Donc on va lire en fait le montant de sinistre donc sur notre courbe pour une probabilité de 0,6. Voilà, on a notre 0,6 sur l'axe des ordonnées. Et donc quand on regarde sur la courbe, ça nous fait une valeur en abscisse de 13. Voilà. Donc vu qu'on est en logarithme, pour obtenir notre coût, on va faire exponentielle de 13. Donc ça veut dire que notre assuré I sur l'année, dans notre simulation, il a un sinistre de 442 413 francs CFA. Donc pour avoir une simulation dans sa globalité, on va répéter ce processus unitaire à l'ensemble des assurés. Donc ensuite, on va enregistrer pour chaque assuré le montant de sinistre de l'année. Par exemple là, l'assuré 1, on avait un montant, donc c'était l'assuré I dans la diapo précédente, donc de 442 413 francs CFA de sinistre. Pour l'assuré 2, on a fait un tirage de la même manière, on n'a pas de sinistre. L'assuré 3, on a un sinistre de 10 000 francs. Et enfin, on répète la mécanique jusqu'à l'assuré 10 000, puisqu'on a 10 000 assurés dans ce portefeuille. Et donc pour l'assuré 10 000, on a par exemple 0, on n'a pas de sinistre. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sommer la sinistralité pour avoir le total de la sinistralité de ma simulation 1. Et donc là, quand j'ai sommé la sinistralité sur l'ensemble de mes assurés, j'ai un montant de sinistre de près de 2,15 milliards de francs CFA. Maintenant, l'étape qui suit consiste à multiplier le nombre de simulations. Donc, on va répéter jusqu'à 10 000 simulations. Chaque simulation représentera un scénario qui a une chance sur 10 000 de survenir. Donc c'est grâce à ça qu'on va en déduire une distribution de notre sinistralité. Donc je vais reprendre mes 10 000 simulations. Donc je vais prendre la sinistralité sur chacune des 10 000 simulations. Donc quand je reprends la simulation 1, j'avais près de 2,15 milliards de francs CFA de sinistre. Sur la simulation 2, donc on n'a pas vu, j'ai 1,6 milliard. Et je répète jusqu'à la simulation 10 000, où j'ai un peu plus de 2 milliards. Voilà. Et donc cet ensemble de valeurs
va me donner une distribution de la sinistralité. Maintenant, on va passer à l'étape qui vous intéresse le plus, donc l'exploitation des résultats. On va estimer qu'en pratique, votre actuaire aura fait le travail qu'on vient de voir. Donc, générer les simulations de Monte-Carlo, modéliser puis générer les simulations de Monte-Carlo, et qui va vous envoyer en fait la distribution de la sinistralité. On va voir comment vous pouvez exploiter ça très facilement et très rapidement. Donc admettons que votre compagnie souhaite dimensionner son capital et ses fonds propres de manière à avoir une résistance de 99%. Donc cette résistance de 99%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous dimensionnez, vous mettez l'argent de côté pour couvrir en fait 99% des possibilités sur la sinistralité. En fait, ce qu'on va regarder, c'est le meilleur scénario en fait à 99% ou le 1% plus mauvais scénario. Donc en fait, sur nos 10 000 scénarios, on va regarder le 9900e meilleur scénario, ou autrement dit le centième plus mauvais scénario. Donc ici, on est sur un portefeuille où on a un niveau de prime de 2,75 milliards. Donc voilà notre distribution de sinistralité que notre actuaire nous a fournie. Donc là, on va regarder sur notre axe des ordonnées, on a la probabilité de 0 à 1, ou vu autrement de 0 à 100%. Et donc on va prendre 99% sur cet axe et regarder en fait à quel niveau ça correspond au niveau des abscisses, donc à quel niveau de sinistre ça correspond. Donc ce 99%, on va lire 3,46 milliards de francs CFA. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous ayez à disposition 3,46 milliards pour couvrir en fait sur les 10 000 cas possibles, les 9 900 meilleurs. C'est-à-dire sur la partie en bas à gauche de notre axe 99%, 3,46 milliards. On va couvrir tous ces cas de sinistralité possibles. Donc, il faut qu'on ait à disposition 3,46 milliards. Donc, si on soustrait aux 2,75 milliards qu'on a déjà via la prime, ça nous ferait une estimation du besoin en fonds propres. Donc, en faisant 3,46 moins 2,75, une estimation du besoin en fonds propres de 0,71 milliards. Donc après, ce qui va se passer pour étudier l'impact de la réassurance, vous allez regarder cette distribution avec ou sans réassurance, avec différents traités de réassurance pour éventuellement revoir votre programme de réassurance. Maintenant, on va voir une étude de cas.